Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui, sur le papier, ressemble à de la pure mécanique administrative, mais qui cache en fait une véritable révolution, une sorte de mise à jour massive et silencieuse du système d'exploitation de la fonction publique territoriale. On parle ici du décret numéro 2026-366. C'est tout simplement le nouveau logiciel qui va encadrer le quotidien des employeurs publics. Et pour bien saisir l'ampleur de cette mise à jour, un seul chiffre suffit. 187. C'est le nombre de pages de ce décret. Rien que ça. Alors oui, ce n'est pas une centaine de pages qui créent des droits flamboyants du jour au lendemain pour les agents. En fait, ça réécrit intégralement l'architecture réglementaire du fameux Code général de la fonction publique, le CGFP, un travail totalement titanesque pour réorganiser la façon dont on pilote les ressources humaines. Et ça illustre d'ailleurs parfaitement l'avertissement lancé par les experts du site naedrh.com. Ils expliquent bien que ce type de décret a la fâcheuse tendance à passer sous les radars. Et on comprend pourquoi. On a vite fait de se dire « Oh, c'est juste du rangement juridique, on met les textes dans de nouvelles cases, circuler, il n'y a rien à voir ». Eh bien, c'est une erreur stratégique majeure. Ignorer ce texte, c'est littéralement prendre le risque de baser ces pratiques RH sur des fondations qui n'ont plus aucune valeur légale. Du coup, voici notre plan d'attaque pour décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder de plus près cette révolution silencieuse du CGFP. Ensuite, on fera un zoom sur les nouveaux piliers spécifiques à la territoriale. Puis, on passera au rôle renforcé du comité social territorial, au nouveau cadre ultra strict du télétravail, aux vrais risques si on ne fait rien, et on finira avec le compte à rebours pour se mettre en conformité. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, la révolution silencieuse du CGFP, ou ce qu'on pourrait appeler l'iceberg de la codification. La face visible de cet iceberg, c'est simplement la création de la partie réglementaire du livre IV. Mais en dessous, c'est une refonte structurelle totale qui nous attend. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est de comparer l'avant et l'après. Avant, c'était un peu le parcours du combattant. Un vrai labyrinthe avec des décrets fragmentés dans tous les sens. Celui de 86 sur les positions, 88 pour les contractuels, 2001 sur le temps de travail. Bref, un vrai casse-tête. Maintenant, place au livre 4 unifié. Le décret absorbe tout, il abroge, il renumérote, et il crée un espace unique et cohérent. Fini le jonglage entre 50 textes différents. On passe à notre deuxième point, les piliers RH territoriaux et cette toute nouvelle architecture. Parce que oui, même si le texte concerne toute la fonction publique, la territoriale a droit à un traitement vraiment spécifique et sur mesure. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve ? Déjà, des lignes directrices de gestion, les fameuses LDG, qui sont vraiment adaptées, avec les orientations pour les promotions et le rôle précis des centres de gestion. Ensuite, une super nouveauté, le livret individuel de formation. C'est un outil qui va centraliser tout le parcours de professionnalisation d'un agent. Et pour couronner le tout, les missions du CNFPT et des centres de gestion sont gravées dans le marbre codifié, surtout pour tout ce qui touche aux réorganisations ou à l'accompagnement. Tout est centralisé, noir sur blanc. Troisième partie, et pas des moindres, le nouveau rôle du CST. Le comité social territorial s'offre ici une sacrée mise à jour de son radar. Le dialogue social, ce n'est plus juste quelques réunions formelles par-ci par-là. C'est devenu un flux d'informations obligatoire et hyper stratégique. Et le décret, particulièrement via son article 11, est très clair là-dessus. Chaque année, c'est un passage obligé. Le CST doit être informé du plan d'action pour l'égalité professionnelle, il doit recevoir la base de données sociales actualisée, il faut lui présenter l'offre d'accompagnement personnalisé et il doit même avoir de la visibilité sur les crédits de formation. C'est un vrai cap de franchi dans l'exigence des données RH qu'on transmet aux représentants du personnel. Et au milieu de toute cette grande réorganisation, il y a des petites pépites cachées, des clarifications pointues qu'il ne faut surtout pas rater. Tenez l'article 37 par exemple. Il vient balayer certaines ambiguïtés et précise très clairement que licencier un agent contractuel territorial pendant sa période d'essai, eh bien ça ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement. C'est exactement le genre de détail, enfoui dans ces 197 pages, qui prouve qu'il va falloir éplucher ce texte avec une loupe. On avance sur notre quatrième point, le télétravail. Et là, attention au piège. L'époque du télétravail géré un peu au feeling avec des notes de service bricolées dans son coin, c'est totalement terminé. Ça rentre officiellement et de plein pied dans le Code général de la fonction publique. C'est la fin des zones grises. On a maintenant des références réglementaires unifiées pour le télétravail. Mais en contrepartie, le contrôle monte d'un cran. Les refus ou les interruptions de télétravail vont pouvoir être examinés par les commissions administratives paritaires, les fameuses CAP. Terminer l'arbitraire managérial. En plus de ça, les formations spécialisées en santé et sécurité devront obligatoirement examiner un bilan annuel. Bref, c'est devenu ultra cadré.
Ce qui nous amène tout naturellement à notre 5e partie, les risques de l'inaction. On pourrait être tenté de se dire, bon, on gérera ça plus tard. Spoiler, c'est une très mauvaise idée. Continuer à utiliser d'anciens visas ou des modèles d'arrêtés qui font référence à des décrets de 86 ou 2007 qui n'existent plus, c'est s'exposer direct à 3 gros dangers. 1. Le contentieux administratif. N'importe quel agent pourra attaquer une décision RH mal fondée. 2. Le contrôle de légalité de la préfecture qui va juste retoquer vos actes devenus non conformes. Et 3. Un dialogue social qui va se tendre immédiatement parce que les syndicats, eux, connaissent les nouvelles obligations du CST sur le bout des doigts. On termine avec notre 6e et dernière section, le calendrier. Le compte à rebours est bel et bien lancé et pour les directions des ressources humaines dans les territoires, il y a vraiment urgence. Regardons la chronologie de plus près. Le décret a été signé le 7 mai 2026, puis publié au journal officiel le 13 mai. La règle est simple, l'entrée en vigueur se fait le premier jour du 3e mois suivant sa publication. En clair, dès le mois d'août 2026, ce nouveau livre 4 devient la seule et unique norme applicable. Le délai pour faire cette bascule administrative est donc extrêmement serré. Alors, pour clore cette analyse, voici la question qui devrait trotter dans la tête de tous les services RH territoriaux en ce moment. Les modèles internes, les matrices d'arrêtés, les bases documentaires, tout ça est-il vraiment prêt pour la bascule du mois d'août? Ce texte, ce n'est pas juste de la paperasse en plus, c'est le nouveau socle de la sécurité juridique des employeurs publics pour les années à venir. La révolution est peut-être silencieuse, mais l'impact, lui, sera retentissant si on n'est pas prêt. C'est tout pour ce décryptage, on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux enjeux.